Propos du jour par une petite, d'abord par une définition. Je vais d'abord vous montrer que effectivement, je me suis appuyé pour faire ce que je suis en train de faire sur un certain nombre de livres. Voilà. Bon, ça c'est un CD livre que vous pouvez avoir. Donc, vous avez donc les massacres de la colonisation au naufrage des temps modernes. Vous avez ici, bon, vous pouvez la voir. Vous voyez ici l'Afrique noire française. Vous avez Yves Benoît, les massacres coloniaux. Vous allez comprendre pourquoi je montre tous ces livres. Vous avez ici le combat du Rassemblement démocratique africain, le RDA, qui a été écrit par Gabriel Lisette. Et je vais m'appuyer sur un certain nombre de documents de la CPI. Donc vous avez un bon bloc ici. Voilà, donc voilà. Mais avant, donc, je vais lire un peu une définition, la définition des compétences. Donc ici, je suis avec le statut de Rome. Donc à la page 3, on nous parle des compétences. Donc que j'ai ici, la recevabilité, donc vous pouvez le télécharger. On nous dit, donc l'article 5 dit, les crimes relevant de la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Donc ces crimes, c'est les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Donc c'est ce qui est écrit. Donc je ne vais pas faire plus long que ça pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. Je vais vous montrer une vidéo. Je vous montre une vidéo. Certainement que vous avez déjà vu. J'espère que le son ne sera pas mauvais. Je vais quand même... Voilà, le son est maximal. OK. Dernière question. Vous avez été souvent accusé d'être anti-français, d'avoir appelé à des émeutes contre les Français en Côte d'Ivoire. C'est un mauvais procès qu'on vous fait, ou est-ce que vous admettez que parfois vous avez appelé au départ des troupes françaises et à certaines émeutes? Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez ou vous assumez totalement? Bon. Donc, vous avez entendu. Je vais reprendre peut-être pour vous encore. Je vais reprendre. Quoi, c'est un peu plus en avant. Qu'est-ce que je dis? C'est un mauvais procès qu'on vous fait, ou est-ce que vous admettez que parfois... Oui. Dernière question. Vous avez été souvent accusé d'être anti-français, d'avoir appelé à des émeutes contre les Français en Côte d'Ivoire. C'est un mauvais procès qu'on vous fait, ou est-ce que vous admettez que parfois vous avez appelé au départ des troupes françaises et à certaines émeutes? Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez ou vous assumez totalement ce que vous avez fait? Bien, donc je vous ai fait entendre à deux reprises cela pour que vous compreniez que c'est le journaliste de France 24. Quand il vient, je pense c'est l'une des premières interviews que le ministre Charles Blé Goudé a faite. Et à cette interview, cette question, est-ce que vous êtes anti-français? Voilà. Est-ce qu'on est anti-français? Ah, ça fait chaud. Bref, je vais alors voir, comme je vous ai parlé des documents, voilà, c'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis, je vous montrerai la page. Donc, c'est un document. On va se comment on appelle, se rapporter ou bien se référer au transcript ICC-02-du11-01-15, c'est-à-dire du 11 janvier 2015, à la page 5
Voilà ce que dit le professeur Jacobs dans son intervention, dans ce transcrit. Il dit, le procureur voit dans la remise en cause du rôle de l'ONU ou de la France pendant la crise la preuve d'une sinistre intention criminelle. Le professeur Jacob qui dit que, je reprends, le procureur voit dans la remise en cause de l'ONU ou de la France en Côte d'Ivoire pendant la crise la preuve d'une sinistre intention criminelle. Je salue ici ma soeur Martha Ba, Kanem, je salue Ousmane Sam. Merci, j'ai beaucoup apprécié ton mot, cher frère. Voilà. Et puis, plus loin, il dit, le procureur prend tellement à cœur de défendre la France qu'il est prêt à tout pour illustrer l'existence de ce qu'il appelle une propagande anti-française. Nous sommes au procès. Donc, je parle du document. Je vais vous le montrer. À la page 5. Vous voyez? Donc, ça c'est de la ligne 13 à la ligne 15. Il continue. Ainsi, je vous renvoie à l'écriture 998, c'est-à-dire 998, comme on dit en Belgique, annexe B2, à la page 436, par exemple, le procureur qualifie à plusieurs reprises de propagande anti-française le simple fait qu'il ait été évoqué à la RTI des soupçons de financement de la campagne électorale du président français à l'époque Nicolas Sarkozy par Mohamed Kadhafi. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, dans le transcrit, il dit, donc, à l'écriture 998, annexe B, à la page 436, par exemple, le procureur qualifie à plusieurs reprises de propagande anti-française le simple fait qu'il ait été évoqué à la RTI des soupçons de financement de la campagne électorale du président français à l'époque, Nicolas Sarkozy, par Mohamed Kadhafi. Donc, à la RTI, le fait qu'on ait parlé du fait que M. Nicolas Sarkozy a été financé par Mohamed Kadhafi, le procureur a pris ça comme un crime, puisque ça fait partie. Ce n'est pas moi qui le dis. Pourquoi j'évoque? Parce que je vous ai montré deux éléments. Deux éléments, parce que, merci Zamblelou, j'ai montré deux éléments. Le premier, c'est la vidéo où le ministre Charles Blé Goudé, avec les éléments de France 24, la question qui est sortie, est-ce que vous êtes anti-français? Vous êtes sans ignorer que c'est un peu l'anathème qui est souvent jeté. Il n'y a pas longtemps, l'ambassadeur du Mali a essayé de parler de ce qui est le ressenti des populations vis-à-vis des populations maliennes, vis-à-vis de la situation qui prévaut au Mali. J'ai appris, je ne vais pas tellement rentrer dans des commentaires, mais merci Max Tebili d'être là. Nina Obré, sois la bienvenue. Donc, j'ai appris qu'on aurait demandé sa tête qu'il parte. Vous voyez? Donc, le sentiment anti-français, il paraît comme un crime jusqu'à ce qu'il arrive à la CPI. Mais j'en parle parce que c'est un fait historique. Vous allez voir de quoi je parle. C'est pour ça que je vous ai montré. Ça ne date pas de maintenant. Donc, dans le bouquin dont je vous ai parlé ici, c'est le livre de Yves Benoît, voilà ce qu'il écrit. Donc, nous sommes à la page 146. Il dit déjà, à la fin de 1947, il apparaît qu'Auriol, en fait, Auriol, c'est Vincent Auriol, hein, il a été président français de la Troisième République du 16 janvier 1947 au 16 janvier 1954, la Troisième République, a établi tout un jeu de fichiers sur les parlementaires africains, classés selon qu'ils sont modérés ou radicaux, loyalistes ou nationalistes, sinon anti-français. Je reprends. Déjà à la fin de 1947, il apparaît qu'Auriol a établi tout un jeu de fichiers
sur les parlementaires africains, classés selon qu'ils sont modérés ou radicaux, loyalistes ou nationalistes, sinon anti-français. Donc, quand vous êtes nationaliste, pour la France, pour le pouvoir français, je n'ai pas dit le citoyen français, je dis les pouvoirs français, ceux qui gèrent, vous êtes un anti-français. Voilà la définition. Et ça, nous avons vu apparaître à la CPI dans un document qui parle des crimes les plus graves, parler d'une telle situation, dont je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais, comme je dis, je l'évoque parce que l'élément, vous convenez avec moi, enfin, vous savez que chaque fois que je fais un post sur Facebook ou bien sûr, je mets toujours l'histoire du tribunal du peuple. Et pour moi, de manière modeste, je souhaite qu'on révise de temps en temps l'histoire pour voir, parce que c'est dont on parle de 1947. Depuis 1947, on a fiché pour dire, donc c'est le président de la République française, Vincent Auriol, qui met en 1947 que donc vous avez une fiche. Donc aujourd'hui, quand on vous traite d'anti-français, ça fait partie d'une tradition. Et vous allez voir quelles sont les conséquences du fait qu'on vous traite d'anti-français. Quelques éléments de manière non adjective. Tanti, Georges, je te salue. Prunelle de Dieu, merci d'être avec nous. Je vais commencer par Madagascar, parce qu'il y a eu l'une des plus grandes répressions, qui a fait 89 000 morts. 89 000 morts en 1947. Oui, à Madagascar. Il y avait 2 députés du mouvement démocratique de rénovation malgache. Donc, un c'était Razeta et l'autre c'était Ravo Angui. C'est un peu difficile. Ils vont être élus. Et ces 2-là vont dès le départ, parce que ce sont les 2 qui parlaient de l'autonomie. Dans ce mouvement, enfin, ils étaient les chefs de file. Donc, on va les classer, puisque je vous ai dit, ça part de Vincent Auriol. Vincent Auriol est venu avant De Gaulle. Donc, De Gaulle est dans la continuité, jusque depuis De Gaulle, dans la 5e République, jusqu'on le dit à Macron. Donc, c'est la continuité. Merci, belle sœur Anna, d'être là. Donc, nous sommes dans la continuité. Voilà ce que dit Vincent Auriol au sujet de Razeta et de Ravaillon Haïgui. Il dit, quand j'étais le président de l'Assemblée nationale, j'ai refusé de faire imprimer une proposition de loi qu'ils avaient déposée et qui était un acte d'accusation contre la France. C'est Vincent Auriol, à l'époque des présidents de l'Assemblée nationale. Après, il devient président de la République, je vous ai dit de 1947 jusqu'en 1954. Donc, il y a eu, je vous ai parlé tout à l'heure de 89 000 morts à Madagascar. Ce sont les Malgaches qui sont morts, ils ont été tués. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, la répression, il y a eu une insurrection populaire dont le parti dont j'ai parlé, ça a eu le MDRV, le mouvement démocratique de rénovation malgache, n'était pas associé. C'était ce qu'on appelle des mouvements, des structures secrètes, donc sont levés, qui avaient besoin. Merci, grand frère Olivier Guézé. Jean-Michel Togou, on est ensemble, mon frère. Donc, ce sont ce mouvement-là qui sont levés et qui ont voulu se libérer. Parce que, quand même, on ne peut pas être soumis longtemps au diktat d'un peuple dont on n'a pas besoin. Surtout que les Français eux-mêmes, lorsqu'ils ont été battus, je le rappelle toujours pour ne pas que y ait des confusions. Je rappelle que le 3 septembre 1939, c'est la France et l'Angleterre qui ont demandé la guerre à l'Allemagne nazie. C'est très important. Ce n'est pas le contraire. Donc, le 3 septembre 1939, c'est l'Angleterre et la France qui déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. Je n'ai pas dit que ce que les nazis ont fait n'est pas bon, mais c'est un principe historique qu'il faut mettre en tête. Lorsque les Allemands arrivent, les Français disent qu'on les a occupés. Mais les Malgaches n'ont jamais déclaré une seule guerre à la France. Donc c'est tout à fait normal, de manière légitime, que les Malgaches veulent que ceux qui sont venus les occuper de manière illégale puissent partir. Mais ça, en le disant, c'était un sentiment anti-français.
Donc, il va y avoir une insurrection populaire. Comme j'ai dit, qui va faire 89 000 morts au niveau, parmi les populations malgaches. Et lorsque cette insurrection populaire va être matée dans le sang, comme je l'ai dit, par l'armée coloniale française à l'époque, on s'est dit que l'occasion est propice pour pouvoir faire le balayage. C'est ainsi. Merci, tante Janine, d'être avec nous. C'est ainsi que les Français, donc le 12 avril 1947, on va commencer à démanteler le mouvement démocratique de la rénovation malgache. Et on va arrêter les 2 députés. Comme dit, comment on appelle, Yves Beno, cette arrestation est évidemment illégale, puisqu'ils sont, donc ça c'est, il le dira à la page 116, puisqu'ils sont couverts par l'immunité parlementaire. Car cela ne tienne, ils seront inculpés par voie de flagrant délit continu. Ça vous fait rire, je suppose, puisque ça n'a pas changé. Trouvaille que Maurice Moutet reprendra à son compte avec l'approbation du juriste Donadieu de Vabre. Donc on dit que ces messieurs-là, il y a ce qu'on appelle flagrant délit continu. Donc, pas bien même, ils étaient des parlementaires. Donc, pour vous dire que sur nos tropiques, il y a une copie conforme de ce qui a été mis. Pour prendre l'expression de l'un de mes pères spirituels, le professeur Jean-Marie Adiafi, les blancs ne sont pas partis ne faire que changer de couleur. Vous voyez, quand vous voyez ce qui se passe sur nos tropiques avec nos dirigeants, c'est la copie conforme de ce qui s'est passé au temps colonial. Vous allez comprendre. Il va y avoir un moment, on en parlera pour que vous compreniez effectivement les histoires des trucages des élections souvent, mais c'était un principe qui était en règle à l'époque. Celui qu'on ne voulait pas, on ne le faisait pas élire. On bourrait les urnes. Bref, ce n'est pas ça. Donc voilà comment ces députés-là vont être. Et il y a un qui va... Donc, ils seront arrêtés et leur arrestation va mettre du temps. Et même, je crois, il y a un qui va mourir dans cette histoire, l'autre va après sortir. Donc ça, j'ai parlé de 2 députés au niveau malgache. Je vais venir à celui qui, à un moment donné, a marqué, dans les années 1943, au niveau de l'Afrique, l'histoire. C'est le député Félix Houphouët-Boigny, qui était le premier président de la Côte d'Ivoire. Donc, Houphouët-Boigny, en 1947, est considéré comme un anti-français. 1947. Bien avant. Enfin, je dis 1900, en 1947, est considéré comme un anti-français. Parce que vous avez il y a un gouverneur qui s'appelle Péchou, qui arrive, il va mettre tout en œuvre pour briser le RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui est né en octobre 1946 à Bamako. Il va faire répandre l'idée du sentiment anti-français. Et voilà ce que disent, donc vous prenez donc le document dans ce livre-là, de Gabriel Lisette, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans ce livre, les gouverneurs qui étaient là, enfin les coloniaux qui étaient responsables, ils avaient dit, partout dans le pays, les administrateurs racontaient, abandonner le RDA, c'est un mouvement anti-français. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle les événements de Séguéla, les événements de Boisflé et autres, tout ça, etc. La répression de 1947 en Côte d'Ivoire, parce que on va considérer Houphouët-Boigny comme étant un anti-français. Et c'est d'ailleurs comme ça que Biaka Boda va être décapité, il va être tué, etc. Donc Houphouët-Boigny, qui a appris les leçons de ce qui s'est passé chez les Malgaches, qui a peur de subir les horreurs malgaches et ne se sent pas en mesure d'affronter ou de diriger une guerre de libération, va opter pour la collaboration. Et qui va l'y aider? François Mitterrand. Ah, je sais que vous êtes bien assis. Oui, François Mitterrand. François Mitterrand a été ministre d'outre-mer des colonies. Et ça, de juillet 1950 à août 1951. Oui, François Mitterrand. Et donc, c'est lorsque François Mitterrand arrive, puisque Péchou était très, très rigueux, François Mitterrand va dire à Houphouët, écoute, voilà, il faut laisser le sentiment anti-français.
donc, pour que tu sois dans la collaboration. Ce que nous savons. Donc, c'est ce qui a donné lieu au discours de l'ancien, ce qu'on appelait à l'époque le stade Joan André, c'est-à-dire qu'on appelle aujourd'hui le stade Fouad-Boigny, le discours de 1951, le désempartement du PDC-RDA, du RDA, du Parti communiste. Donc ça a failli être la mort du Fouad-Boigny. Ce n'est pas, même si lui il a échappé, je vous ai parlé de Bieka Boda, il y a eu d'autres personnes qui sont décédées parce que le sentiment anti-français, c'était un crime. Donc, depuis longtemps, il est crime. Et maintenant, comme je vous l'ai montré, il est devenu un crime contre l'humanité. Dans l'ancien, même à la CPI, on en parle. C'est quand même assez intéressant. Donc, outre Dabourzier qui va rompre avec le RDA, officiellement pour un temps, l'accession camerounaise, l'Union des peuples camerounais, l'UPC, va refuser d'entrer dans les rangs et continuer à revendiquer l'indépendance et s'adresser à l'ONU. C'est pour ça que je vais faire quand même une petite parenthèse sur ce parti très intéressant qui est l'UPC, Union du peuple camerounais. Donc, l'UPC va devenir une section. L'UPC est créé le 10 avril 1947. Donc, c'est là on crée. Et quelque temps après, l'UPC va devenir une section du RDA, du Rassemblement démocratique africain. Donc, Ibn qui va devenir donc le secrétaire général, vont continuer lorsque le Houphouët-Boigny, président du RDA, décide de ne plus suivre la voie qui était indiquée. Gloria, je te salue, Roger Abali et Eric Djandjounou Bolou, je vous salue. Donc, lorsque le RDA se démarque, prend une voie entre griffes, Wilfried Koudé, sois le bienvenu, prend une voie qui n'est pas celle qui est l'aspiration des peuples, qui est la question de la libération et de l'indépendance, mais qui est une voie de collaboration, l'UPC décide de rester dans sa ligne. Et donc, Imniobe, qui était le secrétaire général, il va être tué dans la brousse le 13 septembre 1958 par les Français. Ensuite, on a Félix Moumié, qui sera empoisonné à Genève en octobre 1960 par les services secrets français. Parce que tous ceux-là, ils sont considérés comme des anti-français. Ils veulent simplement l'indépendance du Cameroun. On dit non, ils sont anti-français. L'UPC va continuer la lutte. Et le dernier, c'est-à-dire Ernest Oudier, il va être abattu le 15 janvier 1971. Nous, en Belgique, on parle de 71. Et le dernier, je crois, qui est vraiment un des chefs historiques, c'est Ossande Afana. Il va être tué dans le sud-est le 15 mars 1966. Donc, vous voyez que quand on vous colle l'étiquette anti-français, ça veut dire que soit vous décidez, comme Houphouët-Boigny, de rentrer dans les rangs, ou alors on vous liquide. On vous liquide. Je donne ces différents éléments pour que vous voyez, parce que nous savons, il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années, je pense une trentaine, bientôt une quarantaine d'années, le président Sankara est entré dans cette logique aussi. Il a été assassiné. Donc là, vous avez quelques exemples non exhaustifs de cette histoire de sentiment anti-français. J'en parle parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'assez évocateur. Que une structure comme la CPI puisse utiliser, surtout madame le procureur, ou bien le bureau du procureur, puisse parler du fait que lorsque vous voulez demander votre autonomie, de facto, on vous traite d'être quelqu'un qui est anti-français. Ça veut dire quoi être anti-français? D'abord, c'est un élément qui n'est pas objectif. Pourquoi je dis c'est subjectif? Subjectif dans ce sens que ce n'est pas quelque chose de concret. Comment on sent que quelqu'un n'est pas anti-français?
Puisqu'aujourd'hui, nous avons des Français. J'ai évoqué tout à l'heure l'élément dont on a parlé, le fait que la RTI ait parlé du fait que il y a des soupçons que Nicolas Sarkozy a eu sa campagne financée par Mohamed Kadhafi. Ça, le procureur, dans son annexe, donc l'écriture 998, annexe B2 à la page 430, a qualifié ça comme un sentiment anti-français. Mais en même temps, aujourd'hui où nous parlons, nous savons que M. Nicolas Sarkozy, la justice française le poursuit pour ça. Est-ce que les juges français ou bien les journalistes français qui le disent sont-ils anti-français? Kwame Mboumi, je te salue. Rachel Amazon, sois la bienvenue. Est-ce qu'ils sont anti-français? Vous voyez? Mais en même temps, je dis bien en même temps, que, donc, ça veut dire, je vous ai dit, nous avons quelque part aussi la plupart des dirigeants français, je dis bien les dirigeants, souvent même les premiers responsables, qui tiennent des propos à la limite même racistes à l'endroit des Africains. Mais on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de parler. De Gaulle, lui, c'était le traité de Bougnoul. Jacques Chirac, lui, disait que nous avons des odeurs. Il trouvait qu'on n'était pas mis pour la démocratie. Nicolas Sarkozy, à Dakar, a trouvé qu'on n'était pas entré dans l'histoire. Tout récemment, le jeune petit frère Macron a trouvé que le problème qui était en Afrique, c'était un problème civilisationnel. Et après, il a parlé de sexe, parce que les femmes, sinon il a commencé, civilisation, ça dit que nous, on a un problème de civilisation. Et que le problème, pour prendre ces expressions, que quand l'Europe a eu ses problèmes, ce n'était pas la même chose pour dire qu'effectivement, c'était entre Européens, donc on peut résoudre ce problème économique. Mais nous, on ne peut pas le résoudre parce que nous sommes décalés de la civilisation qui est établie. Et après, il a ajouté cette histoire du fait que les Africains font beaucoup d'enfants et que c'est ça qui serait à la base de la soi-disant leur état ou bien de notre pauvreté. Ça, on trouve ça normal. C'est-à-dire que imaginez l'inverse, que les Africains disent ça, des dirigeants, je suis sûr que ce n'est même pas un crime contre l'humanité, ce serait peut-être autre chose. Donc, c'est quand même assez écœurant, étonnant et, je dis, assez simpliste. Parce que quand moi, je me mets depuis un moment à lire, effectivement, tout ce qui a lieu par rapport à ce procès, parce que n'oubliez pas, à un moment donné, nous n'avons pas suivi le procès, tout, il y a des huis clos et autres partiels ou totaux. Je me suis permis de lire et de comprendre. Et il y a des choses que je découvre, que j'apprends. C'est pour ça que j'ai voulu partager cet élément-là avec vous, la question du sentiment anti-français. Ça veut dire quoi, sentiment anti-français? Et je sais que le vaillant peuple malien a été traité tout récemment, il n'y a pas longtemps, je crois le mois passé, lorsque le grand artiste, ce chanteur, Salif Keita, avait fait cette sortie en disant, en s'adressant à son président, à savoir Ibeka, de dire qu'effectivement, on t'a choisi pour que tu puisses, à un moment donné de notre histoire, nous défendre. Mais tu es accroché à ce petit qui est même, tu peux être ton fils, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que c'est? Si tu ne peux pas, tu n'es pas capable, alors laisse le père choix, laisse, comment on appelle, le trône que t'a donné le peuple malien, pour que quelqu'un d'autre plus responsable puisse le prendre. Ce monsieur-là, il a été ostracisé. Il y a certains pays même où, je crois que même il y a eu, je ne sais pas si c'est un principe, c'est-à-dire
une coïncidence, mais comment on appelle, au Mali, non, pendant en Guinée, on a refusé la voix officielle à ce grand artiste africain. Et en France, c'était des boulets rouges qui sont abattus sur lui parce qu'on l'a considéré comme étant un anti-français. Vous avez un petit journaliste comme Stéphane Smith qui écrit La négrophobie. Quand vous lisez, vous avez envie de rendre. Et on trouve normal qu'il puisse nous écrire sur ça. Il n'y a personne pour l'interpeller. On trouve ça normal. Ça veut dire que le sentiment anti-nègre est normal. Ça fait partie de la normalité. Par contre, quand vous avez, à supposer même que vous avez le sentiment anti-français, vous commettez un crime. Jusqu'à ce que ça devienne un crime contre l'humanité. C'est assez gravissime. Il y a une forme d'iniquité dans laquelle nous vivons. Pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Pourquoi? La question à laquelle moi je pourrais que peut-être que certains d'entre vous ont des réponses. Marie-Éric, va voir, je te salue. Voyez? Donc, c'est très intéressant. Je te salue, cher frère. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est très important que nous ayons en esprit que les choses ne sont pas comme telles. Ça veut dire que les autres sont dans une posture d'ennemi vis-à-vis de nous. Et nous, par contre, nous sommes là à ne pas savoir que les autres nous considèrent comme des ennemis. C'est très important ce que je dis. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Je n'ai pas dit que les Français sont nos ennemis, mais je dis que les dirigeants occidentaux, la plupart du temps, sont dans une logique en nous considérant comme leurs ennemis. Ça veut dire que si c'est la possibilité pour qu'ils nous écrasent, même nous faire partie de la planète Terre, eux, ils ne se gêneront pas du tout. On a vu comment on a tué Kadhafi. Comment on a tué Kadhafi. On nous a promis un pays qui allait être démocratique. À l'heure où je vous parle, il y a 3 gouvernements en Libye, à l'heure où je vous parle. Mais on s'en fout des Libyens. Tout ce qui était leurs intérêts, c'était comment faire pour s'approprier les ressources avec les mercenaires qu'ils allaient mettre. Et vous avez le général Afar qui est devenu maréchal, avec lequel ils ont traité. Maintenant, on voit que ça ne va plus. On l'a laissé. Et donc, il y a un gouvernement à Tripoli qui n'a pas les coups de France, mais qui est aidé par la soi-disant communauté dite internationale. Il y a le cas du Mali. J'en parle parce que en 2012, lorsque M.